pour son combat qu'il mène en faveur de l'autonomisation des populations autochtones pygmées. Il s'appelle Jean-François Mombia, c'est lui que nous recevons ce soir sur ce plateau pour parler bien entendu de la défense des populations autochtones pygmées en République démocratique du Congo, considéré comme étant le premier gestionnaire de nos forêts. Monsieur Jean-François Mombia, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. J'ai commencé par le combat que vous menez en faveur des populations autochtones pygmées. Est-ce que nous pouvons connaître aujourd'hui sur ce plateau les raisons qui ont dicté ce combat que vous menez? Oui, donc tout ce que j'ai fait, ce qui est plus connu, c'est en rapport avec les pygmées, parce que peut-être ce sont les plus faibles. Parce que moi, ma lutte, c'est juste, je défends les personnes faibles, les sans-voix, comme on dit. Vous êtes fort, c'est ça? Non, non, c'est juste, ma force, c'est juste le courage que j'ai pour dénoncer. Vous savez, c'est ça vraiment le problème. Puisque ce qui tue l'homme, comme on dit, c'est ce que l'homme ignore. Et puis aujourd'hui, nous parlons de la mondialisation. Quelque chose peut se passer ici au Congo, mais il y a des organisations américaines, britanniques, françaises qui peuvent intervenir par rapport à ça. C'est par exemple le cas qui se passe à la station de l'Est avec la violence des femmes et tout ce qui se passe là-bas. Il n'y a pas que les Congolais qui en parlent. Donc, tout ce que nous faisons, notre force, c'est juste dénoncer ce qui se passe. C'est que les autres disent, voilà, tout bas, nous les essayons de les dire tout haut. Alors, quand vous nous dites que vous défendez les faibles, les pygmées, vous les considérez comme étant des êtres faibles à quel niveau? Bon, c'est peut-être par métaphore qu'on utilise qu'on dit faibles. C'est-à-dire, ils sont faibles par exemple, chez nous au Congo, ils sont puisqu'il y en a partout les autochtones. Et pour les pygmées, le cas des pygmées chez nous au Congo. Sauf dans le bas Congo. Oui, oui, oui. Donc, les pygmées chez nous au Congo sont faibles, d'abord puisqu'ils sont minoritaires. Pourtant, ce sont eux qui font tout pour les Bantous. Quand vous allez à Mambasa, Ingende, partout il y a des pygmées. Donc, à Mombongo, il y a Yaouma, partout, Bafasende. Ce sont eux qui travaillent à la place. Donc, ils sont utilisés par les Bantous comme nous, on était utilisés en Amérique lors de la traite négrière. Et aujourd'hui, les pygmées sont utilisés comme ça. Leur faiblesse, c'est juste qu'ils se sentent minoritaires et puis ils n'ont pas totalement évolué comme nous, les Bantous et les Quand vous reste. Parlez de l'évolution, vous faites allusion à quoi exactement? De l'évolution, c'est par exemple par rapport à l'outil. Vous savez, nous sommes venus de l'âge des pierres taillées, pierres polies, jusqu'à l'époque contemporaine où nous sommes aujourd'hui. En tout cas, c'est par rapport à ça. C'est quoi cet outil? L'outil, bon, en tout cas, par exemple pour les machettes. Vous savez, j'ai constaté quelque chose dans le territoire d'Ingende, puisque c'est parmi les territoires qui regorgent le plus grand nombre de pygmées chez nous au Congo, en RDC. Puisqu'il y a aussi plein de pygmées à Talangabalo, Mombenzele, Congo-Brazzaville, là-bas, Ifondo, et ainsi de suite. Mais pour les cas congolais, donc, j'ai trouvé qu'à Ingende, il y avait chaque famille pygmée a au moins une famille maîtresse Bantou. Et c'est à cause juste d'une machette. Donc, lui, il ne peut pas entretenir, faire les champs pour lui et pour sa famille, puisqu'il n'a pas de machette. J'ai initié des projets dans ces cadres, mais malheureusement, j'étais en exil. Voilà un peu. En tout cas, la technologie est encore faible chez les pygmées par rapport à nous. Et nous aussi, c'est le même cas. La technologie est très développée en Occident. Ils viennent ici avec leur plantation, avec leur société d'exploitation forestière. Ils font ce qu'ils sont en train de faire. Nous, nous sommes de plus en plus pauvres et ils s'enrichissent davantage. Alors, vous parlez des pygmées. Sans les pygmées, c'est pour arriver à quel type de résultats? Bon, je sais qu'il y a tellement de concepts qui sont en train de naître, ça et là, ça pousse comme des champignons. Je sais qu'on ne développe pas l'homme, mais on aide, on accompagne une personne à s'améliorer, améliorer ses conditions de vie. C'est ce qu'on appelle le développement, en fait. Donc, moi, en fait, peut-être je peux dire que c'est par vocation. Et je ne travaille pas que sur les pygmées. Toutes les populations, les communautés locales, aujourd'hui, les combats que je mène contre la société Feronia, PHC, Consort, KKM aujourd'hui, mais il n'y a pas de pygmées, il n'y a pas que les pygmées. C'est-à-dire, les villageois, ils n'ont pas fait de bonnes études, n'ont pas eu l'état de faire de bonnes études. Leurs terres ont été occupées depuis plus d'un siècle. Et ils sont aujourd'hui pauvres, puisque quelqu'un, un homme sans terre,
Nous sommes venus la terre, on a été à la création, c'est avec l'aide de la terre que nous a utilisé. On nous a créé. Celui qui n'a pas de terre n'a pas de vie. Donc, nous essayons de nous battre pour ça. Je vais maintenant descendre à Kisangani pour aller travailler à Lokutu, là où les tensions sont vives, très fortes entre la société PHC et les communautés locales qui revendiquent leurs terres. Là, c'est par rapport à l'exploitation forestière. Oui, c'est des plantations monoculture, des plantations de palmiers, en fait. Plus de 15 000 hectares occupés depuis 1911 jusqu'à nos jours. Nous parlerons de cette question. N'ont pas de terre pour cultiver. Alors, nous parlerons de cette question. J'aimerais quand même avoir un peu plus d'informations par rapport au combat que vous menez. En quoi est-il différent des autres? Mon combat à moi? Oui. Jamais deux individus identiques, vous savez. Nous avons des sentiments qui diffèrent et chacun de nous a sa manière de voir les choses. Moi, le problème, c'est que partout où il y a l'injustice, en tout cas, peut-être, je vais le dire ici, que c'est par vocation peut-être, même à partir de ma famille, je ne supporte pas trop que le petit, les grands malmènent les petits. Grands en âge, grands en taille, grands en technologie, ainsi de suite. C'est juste ça ma passion en tout cas. Quand je vois l'injustice quelque part, j'essaie de dénoncer. J'ai dénoncé. Lorsqu'on dénonce, ces gens n'aiment pas qu'on les dénonce. Quand vous les dénoncez, vous devenez leur ennemi. La raison est là. J'ai passé 9 ans d'exil. C'est quoi l'impact de vos différentes dénonciations? Ben, franchement, on risque trop. Vous savez, le président Mandela disait, défendre les pauvres, les faibles, c'est un travail qui ne se fait jamais dans un lit de fleurs, toujours avec une couronne de pines. Comme Jésus-Christ lui-même est monté, parce qu'on a été totalement faible depuis les jardins d'Éden, et jusqu'à nos jours, il est monté à la croix. Vraiment, le travail que nous faisons, aujourd'hui, tout le monde parle de pauvres Fleury, Fleury Chebea, et de son conducteur. Tout le monde en parle, puisqu'il a été, d'ailleurs son organisation a été dénommée Voix des sans-voix. C'est un travail très difficile, hein, puisque nous nous battons contre qui? Contre les multinationales. Les multinationales, ce sont des sociétés de grande puissance qui essaient de pérenniser l'esclavagisme, qui essaient de pérenniser la colonisation jusqu'à nos jours. Ils viennent dans une forêt d'autrui, ils récupèrent tout, ils prennent tout, ils s'accaparent de tout, ils disent qu'ils ont acheté ça auprès de l'État. Et les chefs, les dirigeants africains, celui qui ose, je sais, nous les condamnons, puisqu'il manque parfois le courage de dire non comme nous le faisons, nous prenons des risques. Mais un dirigeant africain qui résiste, et face à ces grandes puissances d'habitude, on les tue. Hein. Nous en avons connu de toutes les couleurs ici. Lumumba a été massacré, Patrice Emery Lumumba, donc Simon Kimbangu, tout ça même musée. Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Alors, on va prendre l'éco-découverte, on va découvrir les injustices, donc on va découvrir les dénonciations de ces populations qui se révoltent contre le non-respect des clauses sociales. On se retrouve juste après. Éco-découverte. Ce sont seulement le mauvais comportement de cette entreprise de ne pas respecter notre environnement et aussi de ne pas respecter les cadavres. C'est-à-dire, à l'époque, ce fut les cimetières. Quelque temps après seulement, comme ils veulent planter leurs palmeraies presque partout, pas même désaffecter ces cimetières, ils sont venus implanter ces palmeraies dans les anciens cimetières. Comme tout le monde sait que non, c'est là qui fut le cimetière à l'époque, ils continuent à enterrer les gens sous les palmeraies. On ne comprend rien. Je crois bien que c'est dans les faveurs de l'entreprise. On ne comprend pas. S'ils voient les corps des gens comme des fertilisants du sol, on ne comprend pas. Même aujourd'hui, vous avez vu des preuves. On continue à enterrer les gens. Et aussi, vous voyez les croix derrière nous là. C'est enterré d'ici quelques mois après. C'est-à-dire on continue à enterrer. C'est-à-dire comme la société, tous leurs espaces, on a mis des plantations et ils n'ont pas des espaces appropriés pour enterrer les cadavres. On enterre presque partout vraiment. Là, on ne comprend pas, madame. Depuis longtemps, nous avions déjà lancé nos armes aux autorités politico-administratives locales. Pas de suite. Avant, ils allaient à Zambango. Maintenant, tout ce qui est dans l'État, ils allaient au cimetière. Alors, la société est kati banzete nyoso. En plus, c'est cela en 2008. Et ils ont planté mbila et l'oni mbila. Bon, espace exact. Il fallait d'abord recourir à Bantontome, négocier peut-être espace monsieur Ekoki monana mauvaise volonté na bango, même Bantontome babinga bango bazolingate,
nde neti bato mpe batala biki tokotika bato bapola likolo ya mitalaka te ou bien likolo ya bamesa même tokontinue kokunda bato comme l'habitude na baespanse oyo ezalaki liboso nde société eyaka erabourre basimitiere nyonso ya kala eloni bambila nango mpe pour ventre privé yango wana mpe mwana ya ja ya société auti kokufa je pense bandeko baza nsima na bakokunda kaka na se ya mbila comme l'habitude puis espanse eza te société vairi zamba nyonso. Tout moment, nous crions dans le non-respect des accords depuis que la communauté, la société et le représentant des autorités politico-administratives avaient signé ensemble. Depuis les années, on avait la succession de signer les documents, mais qui ne sont pas réalisés. Nous réclamons quelque chose qui est communautaire. Par exemple, dans la clause de 2017, on a déclaré, ou soit on avait réclamé de la construction de 9 écoles, qui est primaire que secondaire. Et aussi, il y avait 6 centres de santé. Il y avait aussi les entretiens des routes. Et quelque part, dans le clause social, il y avait qu'on va organiser les équipes des associations de formation pour le développement communautaire. C'est pour vous dire que la société est implantée ici depuis 1911. Alors, quand vous faites les calculs, de 1911 à 2021, c'est à peu près, si c'est 110 ans. Hein? 110 ans. Alors, nous regrettons infiniment, vous allez m'excuser, le terme l'ingratitude de la société. Donc, c'est une société trop ingrate, animée par l'esprit colonial depuis tout ce temps-là, et cet esprit continue. Pourquoi? Durant tout un siècle, je vous dis tout un siècle. Donc il n'y a rien comme effigie que la communauté a bénéficié de ça. La communauté Mwinge Yanongo. Sauf l'histoire qu'on vient de fabriquer en 2000 ici, un petit centre, poste, pas même un centre, poste de santé mal équipé, mal construit aussi, ici à Yambienen et à Yanongo. Pendant un siècle, on a toujours revendiqué, mais ça ne donne pas solution. Vous savez, c'est comme l'enfant qui est né, il doit grandir. Et à un certain moment, il devient mûr. C'est la maturité qui fait que tout ceci arrive. Et si nous prenons même l'histoire de notre pays, on a commencé par la dictature. Et à la fin des comptes aujourd'hui, hein, c'est l'histoire de la démocratie. Donc, tout est éveillé maintenant. Les yeux étaient un peu fermés, et on a ouvert les yeux. Avec tous les mouvements démocratiques et tout cela, société civile, et ainsi de suite, donc ça réveille tout le monde. On voit que non, c'est une société qui a fait longtemps ici. Et donc, malgré cette durée, il n'y a rien. La population autochtone, donc la population riveraine, ne bénéficie de rien, Alors ça, ce sont les dénonciations de la province de la Chopo. C'est un combat que vous menez au nom du réseau d'information et d'appui aux organisations non gouvernementales. Quel type d'appui vous apportez aux ONG? D'abord, il est raison pourquoi. En fait, en grosso modo, c'est un organisme congolais de protection et d'assistance sociale. Et puis nous faisons aussi le renforcement des capacités. On protège quoi? Nous protégeons les droits de l'enfant. On protège la vie humaine. Nous protégeons l'environnement, les écosystèmes forestiers. Nous protégeons les eaux douces et tout. On protège les droits, on protège les vies humaines. Qui concourent au bien-être de l'homme. Oui. Ce qui concourt au bien-être de l'homme, c'est ce que vous protégez. Oui. Bon, en tout cas, on protège ce qui concourt au bien-être de l'homme et puis surtout contre les injustices sociales. Alors, on parle de ces inégalités et le non-respect des droits de l'homme aussi dans le domaine écologique. Et là, nous sommes donc dans la province de la Chopo. On va parler de l'exploitation forestière. Comment elle se présente pour l'instant? Bon, la Chopo, en fait, je l'ai toujours dit, quand vous allez en Afrique, vous sentez que le Congo, c'est le corps le plus malade. C'est-à-dire là où il y a tous les problèmes, les vautours, l'exploitation minière, violation des guerres, ainsi de suite. Et que vous rentrez dans vous... Qu'est-ce que vous dire tout ça? Vous avez sillonné toute l'Afrique, vous avez plus trouvé des problèmes au Congo qu'ailleurs?
En fait, j'ai eu la chance quand même de sillonner le monde. Les contextes sont différents aussi, donc vous ne pouvez pas C'est présenter différent, la mais RDC comme chez nous, étant un c'est enfer. exacerbé. Exagéré pourquoi? D'abord, l'ignorance au niveau des populations est très grande. Pas seulement l'ignorance, il y a aussi le rôle de l'Église, c'est-à-dire l'Église mal comprise. Comment se présente l'exploitation forestière dans la province de la Chopo? Bon, la Chopo est totalement envahie par une multitude d'exploitations, sociétés d'exploitation forestière, qui coupent, qui ne respectent pas des normes. Et moi, je me demande comment est-ce que ces bois arrivent au marché mondial alors que ce sont des bois qui ne sont même pas certifiés. Avant que le bois soit certifié, il y a des conditions, il y a des critères pour que le bois soit certifié. Et aussi, chez nous, les contrats d'affûteuse, tous les contrats ne peuvent pas dépasser 25 ans, par exemple. Mais tout récemment, le ministre de l'Environnement, peut-être partant où il va rester, je ne sais pas, si c'est Namugabo ou qu'on sort, mais lui, il a octroyé un certificat de 90 ans à une société chinoise, la Fodeco. Ça fait couler de l'encre à Bassoko, dans le territoire de Bassoko. Ça date de combien de jours l'information qu'ils vont nous donner? Pardon? Ça date de combien de jours? C'est quelque chose qui tend déjà vers une année. Et pourtant, il y a un moratoire au niveau du Parlement. Ils ont interdit l'exploitation forestière. Lui, il a donné le permis de coupe. On n'a pas interdit l'exploitation forestière, mais l'octroi de nouvelles concessions forestières. Oui, voilà. Ça devait être fait dans de très bonnes conditions. D'ailleurs, il n'y a pas eu de consentement libre et préalable, comme on dit. Donc, les normes n'étaient pas respectées. Il se réveille comme ça. Je suis passé sur la voie de l'Amérique pour dénoncer cette histoire-là. J'ai parlé sur comment est-ce qu'il a octroyé toute une forêt, et moi je suis originaire de là, toute une forêt à la Fodeco pour une durée de 100 ans, de 90 ans, 90 ans. Vous avez les documents? Oui, en tout cas, les députés, on a poussé les députés à aller avec les documents. Et il y a même les gouverneurs en ont parlé, mais l'exploitation continue dans la... Mais qu'est-ce que votre plaidoyer a donné comme résultat? Bon, en fait, nous venons de commencer. Les plaidoyers chez nous, les résultats, c'est toujours difficile. Pourquoi? Parce que l'État se révèle impuissant, très souvent, ou carrément complice. Pour le cas de Feronia, l'État congolais a 20% dans les actions de Feronia. Feronia qui a bouffé à peu près 400 millions de dollars américains des banques de développement occidentales données à Feronia pour améliorer les conditions de vie de leurs entités d'exploitation. Les travailleurs sont les plus... Donc, on paye juste une misère. L'État est là, ne fait rien. Les policiers de l'État sont au service des Feronia et au service des communautés. Voilà toutes ces choses-là. Voilà pourquoi l'impact de ce que nous faisons, on sent peut-être l'impact à l'extérieur. Mais ici, au pays, nous sommes carrément des adversaires de nos dirigeants. On est des ennemis de notre gouvernement. L'État qui nous octroie des documents pour défendre les droits des autres, pour jouer le rôle de la société civile. Les mêmes l'État qui nous défend, qui nous tue. Si vous nous dites qu'aujourd'hui, l'impact est plus ressenti à l'extérieur, je pense qu'il faudra changer des stratégies parce que la première cible et la cible que vous défendez, c'est d'abord au niveau national. Oui, il faut que vous savez... Si vous dites de l'extérieur, peut-être sur un terme de financement, voir comment renforcer vos actions sur le terrain et peut-être justifier les financements que vous percevez de vos bailleurs. Je rentre d'exil. Avant de venir ici, toutes les organisations du monde me disaient que tu allais te suicider ou comment. Le Congo a une mauvaise réputation. Les pays à haut risque pour les activistes des droits humains et des journalistes. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire, déjà, l'endroit n'est pas propice. L'environnement n'est pas idéal pour travailler comme les autres. Au Sénégal, je dis, il y a Fadel Barro, il y a Guy, ils se battent. On n'a pas tué les gens là-bas. Hein? Donc, ils sont en train de défendre, mais ils respectent les normes. On tue les défenseurs des droits de l'homme. Moi, je parle du Congo puisque au Congo, j'ai plus la maîtrise. Moi-même, je suis victime. Je viens de 4e exil, de mon 4e exil. On va parler de votre exil. Je reviens encore sur cette question du commerce du bois sur le marché international. Vous êtes dans ce domaine-là. Quelles sont les pistes de solutions que vous proposez sur ce plateau pour décourager ces genres de pratiques, c'est-à-dire la vente des bois illicites? Bon, en fait, la première chose d'abord, c'est qu'il faut vulgariser. Il faut vraiment informer. Vulgariser quoi et où? Il faut vulgariser tous les instruments normatifs. Hein? À quel niveau? Donc au niveau des localités d'abord, au niveau de la base d'abord. Et puis essayer de créer une brèche de collaboration avec notre gouvernement. Il faut vraiment créer des cadres de concertation, des cadres d'échange avec nos dirigeants à nous.
j'ai trouvé quelque chose. Je suis revenu ici, je suis venu accompagner un député allemand ici en 2018. J'ai été reçu par le président, le gouverneur Walé Kisangani. La FODECO est venue payer une taxe forfaitaire, si c'est 200 000 ou quelque chose comme ça. Alors que les bois parfaits, les bois de rose, sur le marché mondial, une grime au moins 200 000 $ américains. Peut-être nos autorités aussi ne sont pas informées. C'est vrai qu'il y a un problème d'application de la loi, mais je pense qu'à chaque niveau, il faudra voir ce qu'il faudra faire, parce que là, c'est au niveau international. Peut-être que tous ceux-là qui s'engagent à faire respecter la gouvernance dans différents secteurs, entre le secteur forestier, se mettre ensemble et voir quel type de mesures mettre ensemble pour encourager ceux-là qui achètent de façon illégale, où on sait par exemple que sur le marché, on sait facilement retracer le bois provenant de la République démocratique du Congo et autres, et décourager ceux-là qui se livrent à l'exploitation illégale ou frauduleuse. Oui, dans cette histoire d'exploitation minière, exploitation forestière... Parce que si sur le plan international, ce n'est pas découragé, mais écoutez, c'est une aubaine. Le travail que nous faisons, effectivement, moi j'ai 48 organisations internationales qui travaillent avec moi. Les associations comme CCFD, comme GRIN, comme CNCD en Belgique, Entraide internationale, Pain pour le prochain, tout ça, 48 au total qui travaillent avec nous. Nous avons organisé pas mal de pétitions qui ont été signées à travers le monde pour les cas du Congo. Voilà sur le plan international ce que nous pouvons faire. Mais des pétitions qui ont produit quoi comme résultat? Et ça produit de bons résultats déjà, puisque pour les cas, par exemple à Lissala, il y a eu des problèmes avec ceux de force Sikobois. Lissala, c'est une ville à disparition, on voit des disparitions. Pourquoi? Puisqu'il y a une société belge qui utilisait des grimiers pour aller puiser de l'eau à boire pour les chefs de chantier, monsieur Lézin, Jean-Louis Lézin. Vous voyez? Alors, mais maintenant, l'érosion s'est créée, Lissala est en voie de disparition. Mais on s'est battu avec des plaidoyers sur le plan international, surtout avec l'aide de la BBC, RFI et consorts. Et finalement, il y a eu pression au niveau des donateurs là-bas, et Sikobois, et tout le monde, sauf Format, Safbois, ils ont tous quitté Lissala. Fort malheureusement, ils sont allés dans ma province. La province de la Tchoup. On va prendre l'éco-créativité. On se retrouve juste après, chers téléspectateurs. Éco-créativité. Alors je présentais la tenue combinaison d'as du projet Weirstar. Cette tenue consiste pour le travailleur des entreprises industrielles. Elle est utilisée à travers les entreprises de production et elle sert à protéger le chimiste, le travailleur des entreprises ou de laboratoires, parce qu'elle est issue de coton unifiche qui sert à protéger contre l'inflammation. Elle est recyclée à travers le tissu polyester avec du, comme vous voyez, la fermeture à glissière recyclée. Alors, nous aimerions savoir certaines informations sur vous, monsieur Jean-François Mombia, exilé en Amérique, c'est ça? Non, j'étais Vous étiez en exil? Vous étiez en exil au Sénégal? Basé au Sénégal, mais Pourquoi? je faisais la tour partout. En fait, j'avais juste fait un rapport sur... j'avais dénoncé les problèmes liés à la candidature unique du président Joseph Kabila. J'avais organisé un peu de presse à la réserve Sainte-Anne. Ça n'avait pas plu. Et après aussi, j'ai essayé de dénoncer un peu la fraude électorale qui a eu lieu en 2011. Vous avez des preuves? Oui, j'avais des preuves. J'ai travaillé même avec l'ambassade des États-Unis là-dessus. Non, le problème n'est pas seulement de travailler avec l'ambassade pour avoir des preuves, mais savoir si les informations que vous détenez sont vraies. C'est vrai, c'est-à-dire, à l'époque, quand je parle de travail, c'est-à-dire, j'ai apporté des preuves, de PV qui n'étaient pas conformes aux résultats qui ont été publiés, ne fût-ce que pour la juridiction, la circonscription de Kisangani. Il y avait 528 bureaux de vote en 2011. On a fait un travail là-dessus. On avait dénoncé, et aussi, j'ai dénoncé les violations massives perpétrées par la police nationale congolaise ici, lors de la préparation
du sommet de la francophonie ici chez nous. Alors, vous êtes de retour au pays. Opérations Licofi 1, Licofi 2, tout ça, j'ai fait beaucoup de publications. Alors, là-dessus. vous êtes de retour au pays et vous pensez qu'aujourd'hui, l'environnement vous est favorable par rapport au combat que vous avez toujours mené? Non, non, les dangers peut-être à diminuer seulement puisque la perfection n'est pas la nature humaine. Je ne veux pas être snob. Pour commencer tout de suite à dire n'importe quoi. Alors, réseau d'information et d'appui aux ONG est installé à travers toute la République démocratique du Congo ou il y a dans certains coins du pays où vous n'êtes pas là? Bon, surtout, vous savez, quand on parle de protection chez nous, protection de l'enfant, de femmes, le cas de violences sexuelles, des mines antipersonnelles, protection de l'environnement, les cas de travaux forcés dans des plantations, et là où il y a des érosions, là où il y a vraiment des problèmes, c'est là où nous allons. C'est pourquoi on a travaillé plus à l'est du Congo, puisque là, il y avait déjà deux problématiques, trois même. Les parcs, les zones, les aires protégées, donc ça privilégie les bêtes, les bonobos, les animaux, mais ça sacrifie l'homme. Mais c'est par rapport à l'utilité publique, peut-être que ce qu'il faudra dénoncer ici, c'est la procédure de déguerpissement, parce que nous savons que jusqu'ici, il y a des communautés qui ne sont toujours pas indemnisées. Aujourd'hui, quand même, on parle de l'état du droit, c'est une bénédiction pour moi. J'avais beaucoup applaudi lorsque j'ai entendu parler de ça, et puis les barbissements, là, puisque tout devient difficile, on essaie quand même d'assister. Nous souhaitons qu'on puisse aller plus loin, puisqu'il y a eu détournement de 10 millions donnés par la Banque mondiale à l'ICCN au niveau du parc national de Virunga. En quelle année? En 2008, je suis Mais quand vous parlez de détournement, c'est-à-dire que l'argent destiné à faire ce que ça devait faire n'a pas on devait construire des maisons, au lieu de les déguerpir comme des bêtes, des pygmées en plein parc de Virunga, il fallait d'abord construire des maisons sur le long de la route et puis les amener là-bas. Et je suis allé avec une délégation de la Banque mondiale, à l'époque il y avait même un professeur Kanko de Mukadipe à son âme. Nous sommes allés là-bas, à l'époque les responsables de l'ICC c'était M. Mouchenzi, 10 millions détournés. J'ai dit au nom de la Banque mondiale. Alors vous dites 10 millions détournés, vous avez les preuves de ces détournements? Je ne peux pas avoir le preuve, j'étais avec la Banque mondiale et les 10 millions ont été octroyés par la Banque. Si je comprends bien, M. Mouchenzi n'a pas été à même de justifier les fonds. Il n'a pas été, on n'a vu aucune cabane de fisqués, mais on les a déguerpis quand même et ils passaient la nuit sous la belle étoile. Peut-être qu'on avait juste échangé d'orientation, aussi un sérieux problème sécuritaire et qu'ils ont peut-être doté les même pas une bâche pour les couvrir, ne fisquer. Tout l'argent donné, alors, on n'a pas vu nous avons quand même besoin de comprendre quelque chose. Les réseaux d'information et d'appui aux ONG travaillent sur combien de thématiques, combien de problématiques? Est-ce les mêmes problématiques dans toutes les provinces ou c'est diversifié par rapport au contexte? On parle de protection de l'enfant, environnement, écosystème forestier, protection par rapport à la problématique des mines antipersonnelles, ou protection des droits humains, c'est dans le cluster de protection. Et en tout cas, protection, assistance, on essaie un peu de renforcer les capacités des ONG ou des bonnes initiatives au pays. On essaie d'accréditer, puisque vous savez, nos organisations, depuis un certain temps, les ONG locales étaient taxées des ONG mallettes, des détourneurs de fonds, tout ça. Mais on a essayé de faire de notre mieux pour qu'on puisse rétablir encore le climat de bonne collaboration, de crédibilité entre les bailleurs et les initiatives locales. Vous avez fait un effort pour redorer l'image. En tout cas, on a organisé beaucoup de journées portes ouvertes. On a invité les organisations internationales et les ONG locales. En présence de l'État congolais, à Beni, à Goma, à Kisangani, Bandaka, un peu partout, avec l'aide de OCHA. Alors, vous êtes également pour le renforcement des capacités. Renforçons aussi nos capacités en suivant Concept Vert. Concept Vert. Aménagement forestier. L'aménagement forestier est la mise en œuvre sur la base objective et d'un plan d'arrêté au préalable d'un certain nombre d'activités et d'investissements en vue de la production soutenue des produits forestiers et des services sans porter atteinte à la valeur intrinsèque ni compromettre la productivité future de la dite forêt et sans susciter d'effets indésirables sur l'environnement physique et social. Article 23 de la loi numéro 94/01 du 20 janvier 1994. Et vous nous annoncez que d'ici quelques jours, vous allez descendre dans la province de la Chopo. Qu'est-ce qui justifie ce déplacement? Oui, les tensions sont vraiment fortes entre les communautés. On a enregistré un cas de décès la semaine passée. Le monde entier en a parlé, des organisations qui travaillent avec nous. Il faut que je descende sur le terrain, personnellement aussi, renouer un peu avec les communautés. Suite à quoi?
tensions dues à quoi? Oui, ce sont les gardes industriels. Il y a un conflit entre les ayants droit et la société. La société, c'est gardes industriels. Bien sûr, ce sont des natifs. Dans la Chopo, précisément, dans quel coin? Okay. Et puis, c'est dans la plantation de Mosité. Et ces GIE et gardes industriels ont croisé juste un villageois qui traversait la plantation. On l'a molesté sérieusement et puis il a fait l'hémorragie interne. C'est Blaise Mokwa. Il est décédé, il a été enterré la semaine passée. Et après 9 ans, je vais renouer aussi avec ma base. Et je vais le voir un peu, échanger, qu'ils évitent trop des actes de vandalisme, qu'ils essaient seulement de faire comme on l'a tout fait. Alors, vous accompagnez les communautés locales dans leur lutte contre les accaparements des terres. Oui, alors les accaparements des terres, je comprends bien que c'est le processus qui n'est toujours pas très bien respecté et surtout le manque des clauses sociales là où il y a exploitation. Alors, lorsque vous nous parlez de la campagne, nous savons que pour négocier, il faudra d'abord aussi comprendre la chose pour mieux négocier. Oui. Est-il possible aujourd'hui, lorsque vous accompagnez ces communautés, de participer aussi aux négociations, de les encadrer dans ces négociations pour vous savez, les minerais, les bois sont vendus au niveau du marché mondial. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, ils s'organisent, ils viennent. Normalement, on devait construire des écoles, réhabiliter des routes, des hôpitaux, tout faire pour améliorer les conditions de vie des ayants droit quand même. Ils ont droit à un petit pourcentage. Vous voyez? Mais ils ne font pas ça. Tout ce qu'ils font, c'est quoi? La stratégie depuis des années, c'est que vous venez dans un milieu, il ne faut pas donner l'éducation aux enfants. Il ne faut pas construire des écoles. À tel point que l'enfant des sarclaires, c'est un sarclaire à devenir. Oui, si vous l'amenez à l'école, il devient médecin. Les choses ont quand même évolué. Les choses ont quand même évolué, ce n'est plus le même cas. Mais les choses ont, en tout cas de ce côté-là, les choses n'ont pas évolué. Les preuves sont légion. Rien n'a évolué. On ne construit pas jusqu'à nos jours. Et regardez comme à Bosonzo, à Lokuta Bote, Kayali Gimba. Les enfants, il n'y a pas d'école. C'est-à-dire, quelqu'un, un enfant qui naît, il n'y a pas une forêt pour aller faire comme d'autres. Faire la pêche, chasser, tout ça, et à cultiver, avoir un champ de café, de cacao pour avoir de quoi vivre avec sa famille. Il n'y a plus de chenilles, sont disparues. Vous savez, chez nous, un sac de chenilles, vers les années 80, ça coûtait $100. C'est-à-dire, une famille villageoise comme ça pouvait facilement attraper $10 000 ou $1 000 avec 10 sacs de chenilles. Les chenilles sont disparues à cause de cette exploitation. Oui, mais aussi un problème de croissance démographique. Vous ne faites pas allusion à la croissance démographique. Bon, ça c'est, vous savez, les pays... C'est aussi des raisons, certainement. Oui, ben, les rapports de PNID de l'année 2020 veulent dire que les pays où la sécurité, l'insécurité alimentaire règne le plus. Le Congo, les derniers pays au monde où il n'y a même pas de sécurité alimentaire. C'est-à-dire les gens, le taux de mortalité est très élevé. Mais ils aiment bien parler. Ce sont l'influence du néocolonialisme, en fait. Ils aiment bien parler de la natalité, des éclosions démographiques, mais ils oublient qu'au Congo, le taux de mortalité est exacerbé. Il y a trop de morts, c'est plus qu'une guerre en grand feu. Monsieur Jean-François Mombia, nous vous disons merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous ce soir. Nous savons que d'ici quelques jours, vous serez dans la province de la Chopo. On espère vous avoir juste après votre mission de terrain. Ouais. Et nous ne pouvons que vous souhaiter un bon voyage. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci aussi. On va se séparer par Mon idée pour la planète. Merci. Merci. Mon idée pour la planète.